Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans votre 19h sur Monaco Info. Nous sommes le mardi 30 avril et voici les titres de l'actualité. La Roca Team a rendez-vous avec son destin dans le cadre des matchs 3 et 4 de sa série de play-off d'Euroleague. Nous entendrons notamment Mike James dans quelques instants avant le départ des Rouges et Blancs pour Istanbul. C'est à la une de la presse internationale. Les océans sont de nouveau confrontés à un épisode de blanchissement des coraux. Mais qu'est-ce que cela signifie et quelles peuvent en être les conséquences? Nous saurons avec Christine Ferrier-Pagès, directeur de recherche au Centre scientifique de Monaco. Nous vous proposerons de découvrir également dans ce journal la nouvelle édition de Top Marque, considérée comme l'un des salons automobiles les plus exclusifs du monde. Et puis en cette période de vacances scolaires, on vous emmènera participer à des activités proposées par le musée d'anthropologie préhistorique. Les enfants ont pu, vous le verrez, découvrir cette fois l'histoire des animaux préhistoriques. L'une de nos équipes vous dévoilera les répétitions de la pièce qui se produira au Théâtre des Variétés les 16 et 17 mai prochains. Drôle et moderne, elle s'intitule « Silence, on tourne ». Et pour finir, nous aurons le plaisir de rencontrer le directeur du meeting Hercules. Notre invité Jean-Pierre Chebel reviendra sur l'importance capitale de la compétition d'athlétisme monégasque en vue des Jeux Olympiques de Paris. Mais nous débutons cette édition avec ces images des tout nouveaux appartements du projet Grand Ida terminés. Alors qu'ils ont été attribués et que les clés seront bientôt remises aux futurs occupants, des membres du gouvernement et une délégation du Conseil national ont procédé à une visite des hébergements. Pour rappel, l'opération Grand Ida prend place dans le quartier Platy et se composera de logements domaniaux et privés, d'un parc de stationnement, d'une crèche, d'un foyer de vie, de bureaux et de commerce. Après 2 premiers matchs de très haut niveau et très serrés, Monaco et Fenerbahçe se retrouvent cette semaine à Istanbul pour les matchs 3 et 4 de leur série de play-off d'Euroleague. Avec une victoire de chaque côté, cette 3e rencontre est cruciale. Une défaite mettrait les perdants dos au mur pour le match 4. Une situation que les deux équipes connaissent très bien puisqu'elles l'ont déjà vécue l'an passé. Écoutez Sacha Obradovic et Mam Jaite, c'était ce matin juste avant leur départ pour la Turquie. Ils sont au micro de Yannick Debever. C'est une série totalement imprévisible. Les deux équipes ont clairement je pense, autant de chances de gagner l'une que l'autre. Donc ça se joue à rien. Je pense que le talent il est énorme des deux côtés. Du coup c'est vraiment une question de. Je pense que ça se joue vraiment sur l'engagement, sur les détails, sur la bataille du rebond par exemple. Enfin, c'est des détails physiques et d'engagement qui vont surtout faire basculer la série sur une équipe ou d'une autre. The taste, of blood, I would say, so who feels, faster blood, like he will take it, like I'm sure about this. So expecting very strong start, physical, with all dirtiness, with support of, like these fans who are maybe one of the best, like in Europe. And we have to be all controlling this, our emotions, not reacting on any kind of provocations. It's easy to say, but it's not easy to play in this kind of atmosphere. We have to, comparing with these last 2 games, be more consistent in what we are doing, both and defensively and offensively. And I'm expecting a part, good start. That we don't lose the third quarter, actually this is where we kind of, fall. So consistent game, the 40 minutes, is the key, to get a chance to win. Et puis Mike James s'est également arrêté au micro des médias pour évoquer l'intensité de cette série, le duel avec son ami Nick Calates et puis le traitement spécial qui lui est réservé. Écoutez-le. I kind of need to face a team to see how they're going to go and then try to maneuver my way throughout the game based on how they're playing me. And I think in game 1 I was a little bit passive, so to speak, and I think in game 2 I took a little bit more responsibility and took the ball a little bit at the end and I was able to organize some things and take some pressure and then able to feed some other guys. So it's just
it's a process trying to navigate through games and trying to stay aggressive because I know team needs me to be aggressive and be who I am, whether it's taking pressure off other guys or just being a spacer for people. So, it's just a navigation and just trying to figure it out. Basketball is exciting in general. It's, just being able to play and like a chess match with the other players and coaches and figure out everything they're doing and try to scheme against it or use your talents to get through it. It's just it's the fun part about basketball is the playoffs. So gotta enjoy it. Everybody's probably tuned into it because I think it's one of the better series, and I think it's a lot of talent in this series, and it's been a good series so far. So I think obviously we're a younger club, so people probably picked us to lose just based off of that. But got to figure it out on the court, and hopefully we'll figure it out, and it'll come our way. When you know somebody so well, you kind of know what they can do, and I think it's like a form of respect that he just doesn't really want me to have the ball at all in any shape of the court. So, and I believe the coach feels the same way. So I think rather than get frustrated or upset about it, I try to, take it as a form of respect. Like they feel that I'm so good that I shouldn't have the ball at all. So I think he knows me well enough to feel like I have the ability to take over a game if there's a little bit of room for me to do that. So, just trying to, like I said, navigate it and try to take responsibility when I can and not overuse myself or overforce anything. I respect him. He's obviously been a great EuroLeague player for a long time and one of the best the EuroLeague has ever had, if you ask me. So, high respect for him, and hopefully he loses this series, but high respect for him. Et pour être tout à fait complet, le staff médical de la Roca Team n'a pas souhaité communiquer sur la disponibilité de John Brown, sorti sur blessure lors du match 2. Il faudra donc attendre le coup d'envoi donné ce mercredi à 19h45 pour savoir si le guerrier américain sera de la partie. Les récifs coralliens à travers le monde subissent un blanchissement global sans précédent, une situation qui affecte non seulement les coraux, mais aussi toutes les espèces de poissons et de crustacés qui dépendent de cet habitat. La plupart des scientifiques tirent la sonnette d'alarme et se montrent très inquiets quant à l'avenir des océans. Pour nous en parler ce soir, nous recevons Christine Ferrier-Pagès, le directeur de recherche au Centre scientifique de Monaco. Bonsoir à vous. Bonsoir. Une alerte mondiale a été lancée le 15 avril par l'Agence américaine d'observation océanique et atmosphérique et par l'Initiative internationale pour les récifs coralliens dont Monaco est membre. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur sa teneur et ce qui s'est passé ces dernières semaines ? Alors, il y a des épisodes de blanchissement corallien donc, qui sont de plus en plus nombreux et qui sont dus majoritairement au réchauffement climatique et aux vagues de chaleur successives qu'on rencontre tous les ans. Et donc, les coraux, en fait, sont très sensibles à l'augmentation de température, notamment les coraux tropicaux, parce qu'ils vivent déjà à des températures qui sont à la limite, on va dire, qui sont déjà très chaudes et à la limite de ce qu'ils peuvent supporter. Et en réponse à ces vagues de chaleur, ils vont blanchir, c'est-à-dire qu'ils vont perdre les algues qui vivent en symbiose avec eux et qui leur fournissent la plupart de leur nourriture, en fait. Donc, comme ces algues sont marrons, c'est elles qui donnent la couleur au corail. Et quand les algues sont expulsées, on voit plus que les tissus transparents du corail avec le squelette blanc en dessous. Et c'est pour ça qu'on dit que les coraux blanchissent. C'est le signe d'une très forte, vous l'avez dit, perturbation de l'océan au niveau mondial. Quelles vont être concrètement les conséquences ? Globalement, les récifs coralliens vont de moins en moins bien parce que s'ils peuvent récupérer, s'il y a un épisode de blanchissement tous les 5 ans, ils peuvent récupérer et se refaire une santé, on va dire. Mais globalement, là, il y a de plus en plus d'épisodes de blanchissement. Les températures sont de plus en plus élevées pendant de plus en plus longtemps. Et il y a une dégradation générale de tous les récifs coralliens. C'est-à-dire que les coraux meurent et comme les coraux sont la base des récifs coralliens, on a une perte de toute la biodiversité de ces récifs au fur et à mesure.
Est-il possible, au vu de tous ces éléments, que les récifs coralliens soient le premier écosystème à être rayé de la carte du monde à cause de l'homme ? Le premier, je sais pas. Je pense qu'il y a beaucoup d'écosystèmes qui vont disparaître à cause de ce réchauffement climatique. Alors, on peut jamais prévoir vraiment ce qui va se passer et comment les écosystèmes réagissent à ces vagues de chaleur. Parfois, il peut y avoir une acclimatation, on va dire, plus ou moins à court terme, mais c'est vrai que là, les récifs coralliens vont être de plus en plus impactés et vont disparaître. Il n'y a pas juste que les récifs coralliens, d'ailleurs, en Méditerranée, toutes les gorgones et tout ce que l'on appelle le coralligène de méditerranéen qui est formé par les mêmes organismes, on va dire, hein, qui sont les coraux et les gorgones, sont en train de disparaître. Cet écosystème est en train de disparaître des 30 premiers mètres, c'est-à-dire là où la couche de surface est la plus chaude. Que faut-il faire alors pour éviter que cette catastrophe écologique ne se produise ? Combattre le réchauffement climatique, mais c'est déjà un peu tard. Donc, on peut toujours faire des choses, c'est-à-dire essayer d'émettre moins de gaz carbonique, de CO2 dans l'atmosphère, de manière à limiter le réchauffement global. Il y a des autres expériences qui sont tentées sur les coraux tropicaux pour les rendre plus résistants au réchauffement climatique. Mais jusqu'à présent, ces méthodes ne sont pas complètement abouties, donc il nous faudrait plus de temps, mais du temps, il n'y en a pas. La Fondation Prince Albert II, l'Institut océanographique de Monaco et le Centre scientifique veulent, je crois, créer un conservatoire mondial du corail. Voilà, expliquez-nous un petit peu ce projet. Tout à fait. Donc le but est de collecter des coraux qui sont en danger et de faire un peu comme dans les zoos qui peuvent protéger des espèces en voie de disparition. C'est la même chose, c'est collecter ces coraux, les sauvegarder dans des aquariums au niveau du monde entier et en profiter pour étudier à la fois leur biologie et pour essayer de trouver une solution génétique, on va dire, pour les modifier génétiquement afin qu'ils soient plus résistants. Alors, ça peut passer par des modifications génétiques de l'animal, mais aussi des bactéries ou des algues qui vivent en symbiose avec ces coraux. Un peu comme notre symbiote intestinale que l'on peut modifier pour nous rendre plus résistants. Merci beaucoup à vous, Christine Ferrier-Pagès, de nous avoir apporté toutes ces précisions sur le blanchissement des récifs coralliens dans le monde. Merci. C'est parti pour une nouvelle édition du salon Top Marque. Il ouvrira ses portes du 5 au 9 juin prochain. Cette exposition automobile annuelle fait partie des rendez-vous incontournables en principauté. Une conférence de presse était organisée afin de présenter l'événement. C'était ce matin. Voyez ce reportage de Vanessa Dessy sur des images d'Alexandra Marangoni. Véritable célébration à la performance et au luxe, Top Marque revient en principauté avec une exposition de véhicules exclusifs. Chaque année, les plus grands fabricants automobiles et designers de renom se réunissent. Pour cette 19e édition, 10 supercars seront dévoilés. C'est la première fois en 19 ans que nous avons autant de lancements sur un si petit événement à Monaco, c'est assez incroyable. Du coup, il y aura plus de 13 lancements, il y aura la seconde édition de la vente aux enchères, il y aura le hall classique avec chaque voiture sélectionnée pour vraiment proposer à tout le public un panel exceptionnel. Ensuite, il y aura des animations sur le salon aussi. Vraiment, le but vraiment est de fêter l'automobile en principauté, mais aussi de pouvoir présenter toutes les dernières technologies, les voitures qui vont sur la Lune, les voitures électriques, les voitures hybrides, les motos hybrides. Et parmi les nouveautés, un jeune constructeur automobile fondé par le neveu de l'ex-pilote de F1 français Jacques Lafitte. 3 super sportives composent la gamme, une hypercar, une GT et un SUV coupé. Lafitte Automobili dévoile la LM1 produite à seulement 24 exemplaires. C'est vrai que la présence ici à Monaco est très importante. Bon, moi je vis ici, donc comme j'ai dit pendant la conférence de presse, je n'ai pas eu à aller très très loin pour venir ici. Mais c'est vrai qu'on a une ADN de marque très axée sur le sport automobile exclusivement, avec que des modèles. Donc la LM1 qui est notre première hypercar en est l'illustration parfaite. C'est une voiture qui est inspirée des courses d'endurance des 24 heures du Mans.
Et comme je disais aussi, la deuxième sera un proto du Dakar homologué pour la route. Donc on fait vraiment toutes les catégories du sport automobile qu'on met sur la route avec des performances hors normes. La 19e édition du Salon Top Marque ouvrira ses portes le 5 juin pour sa soirée inaugurale. Il est souvent difficile de trouver des loisirs pendant les vacances scolaires, surtout lorsque le temps se montre capricieux comme ces derniers jours. Alors pour occuper vos enfants, le musée d'anthropologie préhistorique de Monaco propose de nombreux ateliers. La semaine dernière, ils ont pu participer à celui sur l'histoire des animaux préhistoriques. Un reportage d'Anaëlle Marquez et de Julien Laugier. Voyager à l'époque de la préhistoire le temps d'une après-midi, voilà le but de l'atelier L'histoire des animaux préhistoriques auquel ont participé 10 petits aventuriers. Guidés par le personnel du musée d'anthropologie, ils sont partis à la recherche de la faune qui habitait notre planète il y a quelques milliers d'années. Ce qu'on leur apprend principalement, donc, ce sont les caractéristiques les plus importantes des animaux. En fait, notre but, une fois l'activité finie, ce serait qu'ils puissent reconnaître les animaux et puissent dire voilà, s'ils sont plutôt grands, petits, leur lieu de vie, ce qu'ils mangent aussi. Voilà. Les animaux, on a essayé de faire un lien avec notre exposition actuelle, l'ASCO à Monaco. Donc on a voulu leur présenter les animaux les plus représentés dans la grotte, donc à savoir le cheval, l'auroch, donc le bœuf sauvage, le bison, le cerf. Voilà. Les enfants ont aussi pu découvrir certaines espèces éteintes mais emblématiques de la préhistoire, comme les mammouths ou les tigres aux dents de sabre, une activité qui a plu aux petits mais aussi aux grands. On a retrouvé des animaux préhistoriques disparus. C'est très intéressant, je trouve qu'on a la chance en principauté d'avoir une multitude d'activités à la fois ludiques et pédagogiques. Et ça occupe aussi bien les petits que les grands et ça nous apprend à tous plein de choses. Cet atelier était l'un de ceux organisés par le musée d'anthropologie préhistorique de Monaco. Pendant les vacances scolaires, les enfants ont aussi pu être initiés aux techniques de poterie d'antan ou d'allumage de feu. Les 16 et 17 mai prochains, la compagnie Florestan montera sur la scène du Théâtre des Variétés pour proposer la pièce Silence on tourne. Elle a été écrite par Patrick Hautecoeur et mise en scène par Pino Tarantino. Patricia Navarro et Camille Caloni se sont glissés dans les coulisses des répétitions. À raison de 4 répétitions par semaine, le rythme s'est intensifié pour les comédiens et le metteur en scène de la compagnie Florestan, tout investi dans la préparation des 2 représentations qui auront lieu les 16 et 17 mai prochains. Leur choix s'est porté sur une pièce de l'auteur Patrick Hautecoeur, intitulée « Silence, on tourne ». Le metteur en scène, Pino Tarantino, était à la recherche d'une pièce tout à la fois drôle et moderne. On peut faire la scène avec Dorothée. Tu es assise sur le banc et Lola, tu es en haut des escaliers. Cette pièce, elle parle d'un tournage d'une scène de film dans un théâtre. Et il y a une interaction avec le public, donc le public sera prêt à partir durant la pièce. Il dévoile un peu les côtés un peu satiriques du cinéma et que on ne peut pas faire toujours comme c'était prévu. Donc il y a des aléas et des imprévus, les comédiens ils ne sont pas toujours à la hauteur. Le public fait donc office de figurant et les personnages se retrouvent en permanence dans des situations pleines de malentendus ou cocasses. On ne voit que moi. Tu me mets dans une foule ou à côté d'une vedette, on ne voit que moi. Je ne fais pas exprès, c'est comme ça, je rayonne. Dis donc, ça doit être drôlement handicapant. Hein. Ah tu parles, ça peut foutre une carrière en l'air. Baptista ? Oui. T'as pas vu Philippe ? Je suis là. Oh, pardon, je t'avais pas vu. Je suis un comédien un peu mythomane, on va dire, qui pense être un très grand acteur, et puis en fait, non. Je suis Rose, qui est une comédienne, une diva, qui se prend pour la meilleure comédienne du monde et qui a toujours 20 ans. Je joue le rôle d'un producteur qui a plein de facettes à son personnage. Il est joueur, gigolo. Allez. C'est bon ? Allez, silence demandé, merci. Moteur. Ça tourne. Annonce. Une étoile est morte, 24/1, première. Action.
8 comédiens au total de la compagnie sont à l'affiche de Silence on tourne. Un joli cadeau pour les spectateurs qui ne manqueront pas de rire à chaque scène les 16 et 17 mai, avant le grand projet qui anime déjà les membres de la compagnie Florestan, un spectacle unique pour célébrer les 40 ans de la compagnie. Intéressons-nous à présent à l'édition 2024 du meeting Hercules. Alors qu'il débutera le 12 juillet prochain, son positionnement juste avant les Jeux Olympiques présente l'événement comme le dernier grand entraînement des athlètes avant le rendez-vous mondial que tout le monde attend. Pour nous en parler ce soir, nous recevons Jean-Pierre Chebel, le directeur du meeting Hercules. Bonsoir. Oui, bonsoir. Une première question autour de l'organisation de ce grand événement d'athlétisme. Comment se prépare cette édition 2024 qui aura lieu dans un peu plus de 2 mois ? Les préparations se passent bien, vous avez raison, c'est maintenant 2 mois, donc on est dans le compte à rebours, mais tout se passe bien, tout va bien. Son positionnement dans le calendrier juste avant les Jeux Olympiques donne une importance particulière à l'événement. Quels seront justement les enjeux de cette étape ? En effet, vous avez raison, on est avant les Jeux Olympiques de Paris. Après nous, il y aura le meeting de Londres. Avant nous, le meeting de Paris. Et juste avant, les sélections de différents pays pour justement qualifier les athlètes aux Jeux Olympiques de Paris. Donc, ce sera vraiment les derniers réglages avant cette compétition majeure. Gianmarco Tamberi, le champion du monde et olympique en titre du saut en hauteur, sera présent au stade Louis II le 12 juillet. Parlez-nous un petit peu de ces stars qui participeront à l'événement. Alors au niveau plateau, c'est vrai qu'on peut dire qu'on en est dans les balbutiements parce que la saison d'athlétisme vient à peine de commencer. Seulement 2 meetings de la Diamond League ont eu lieu. Donc je veux dire au niveau plateau d'athlètes, on commence en effet à faire nos premières invitations. Mais vous avez tout à fait raison, on voulait s'assurer, puisqu'on a cette année la hauteur des hommes, d'avoir la présence de l'Italien Tamberi, puisque comme vous le savez, on a un public italien qui est quand même assez important chez nous. Certains de ces athlètes vont venir chercher leur qualification pour les Jeux Olympiques à Monaco. Est-ce que les tickets auront été décrochés avant ? Vous nous avez dit un petit mot tout à l'heure, mais réexpliquez-nous un petit peu comment ça va se passer. Alors pour moi, les tickets seront déjà faits puisque je dirais la clôture justement pour les Jeux Olympiques, c'est tout à fait fin juin. Donc pour moi, les tickets seront attribués. Mais par contre, c'est sûr que les athlètes, même s'ils sont qualifiés, ont besoin encore d'affiner leur préparation et donc sont friands de ces derniers meetings de préparation. Est-ce qu'on peut le dire, ça sera le vrai entraînement avant les Jeux Olympiques ? Pour moi, oui, je pense que c'est de toute façon un entraînement très important et surtout, comme je dis, c'est la possibilité de voir en 2 heures, 2 heures et quart au stade Louis II ce qu'on verra sur Paris pendant 1 semaine. Donc c'est quand même un concentré, je dirais. Est-ce qu'il y aura des nouveautés pour cette édition 2024 du meeting Hercules ? Oui, on est en train de songer sur peut-être une nouveauté sur le placement du sautoir en hauteur, mais c'est qu'un détail, sinon on gardera ce qui a bien fonctionné jusqu'à présent. Justement, ça fonctionne toujours bien puisque le meeting décroche chaque année des récompenses en termes d'organisation. C'est une vraie référence désormais sur le circuit. Mais disons qu'on fait tout pour être en effet resté au plus haut niveau de la Diamond League. Je vous remercie Jean-Pierre Chebel d'avoir été présent sur Monaco Info pour aborder les grands enjeux du meeting Hercules juste avant les Jeux Olympiques. C'est moi qui vous remercie et je vous souhaite une bonne soirée. Je vous propose de retrouver Vanessa Dessy pour découvrir vos prévisions météo de ce mercredi 1er mai, férié à l'occasion de la fête du travail. Bonsoir Vanessa. Bonsoir Julia, bonsoir à tous. Un regain d'instabilité est à prévoir avec de fraîches averses durant la journée. Le thermomètre affichera 14 le matin, 18 dans l'après-midi et nous fêterons la Saint-Jérémie. On vous a dévoilé en ce début de journal des images des membres du gouvernement et du Conseil national dans les appartements du projet Grand Ida. Notre photographe Manuel Vitali vous propose son regard sur ces nouvelles structures qui vont accueillir très prochainement leurs tout premiers occupants. C'est une sorte de visite guidée. Il est l'heure pour moi de vous dire au revoir. Merci d'avoir suivi toute l'actualité de la Principauté sur Monaco Info. Je vous retrouve demain, le mercredi 1er mai, pour une nouvelle édition. Bonne soirée sur notre antenne.